Le dimanche 3 septembre 1939, en réponse à la déclaration de guerre de l'Angleterre à l'Allemagne, le sous-marin allemand U-30 torpille par erreur le paquebot Athenia, qu'il a pris pour un transport de troupes britanniques dans l'Atlantique Nord. On compte 128 morts, dont 28 Américains. Ce seront les premières pertes de l'un des plus longs épisodes de la Seconde Guerre mondiale, la bataille de l'Atlantique. L'enjeu pour le Troisième Reich est essentiel, le contrôle des couloirs de navigation maritime entre l'Angleterre et l'Amérique du Nord. Ce conflit va être l'occasion de révéler le courage des hommes à l'état brut et de tester les technologies rivales. Mais avant tout, les hommes des deux camps vont mener un combat contre la force sans limite de l'océan Atlantique. Le moment décisif de toute la campagne va dépendre d'une bataille menée en mai 1943. Au cours de cette bataille, deux sous-mariniers vétérans de la Première Guerre mondiale, le grand amiral allemand Karl Dönitz et l'amiral britannique Sir Max Horton, vont s'affronter dans ce choc guerrier. Au début de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands pensent qu'ils peuvent forcer l'Angleterre à capituler en paralysant leur commerce maritime. Au cours de l'automne 1939, la flotte sous-marine allemande ne dispose que de 57 U-Boote, dont 26 seulement sont en mer. Hitler pense au départ que sa flotte en surface va dominer le conflit maritime. C'est pourquoi il donne moins d'importance à la production des U-Boote. Ce choix stratégique s'avérera désastreux. Si, au début de la guerre, la flotte des U-Boote avait en effet été plus puissante, l'offensive allemande dans l'Atlantique aurait rapidement pu venir à bout de l'Angleterre. La Royal Navy britannique pense que les convois qui ont montré leur efficacité au cours de la Grande Guerre, ainsi que l'ASDIC ou SONAR, le système anglais de détection des sous-marins, suffiront à neutraliser la menace des U-Boote. Mais en 1939, les Britanniques ne disposent pas de suffisamment d'escorteurs pour permettre à tous les bateaux de naviguer en convoi. Les U-Boote peuvent donc se concentrer sur les nombreux vaisseaux qui naviguent isolément. À la fin de 1939, les sous-marins allemands ont déjà coulé plus de 100 navires de commerce. Et 95% d'entre eux naviguaient effectivement sans escorte. Après la défaite française de 1940, l'amiral Karl Dönitz, qui commande la flotte sous-marine allemande, utilise les ports français de l'Atlantique qui donnent à ses sous-marins l'accès direct à la pleine mer. Les attaques des U-Boote s'intensifient immédiatement. Entre juillet et octobre 1940, il coule 217 bateaux en ne perdant que 2 d'entre eux. En septembre 1940, l'Amérique fait à la Grande-Bretagne don de 50 destroyers à 4 cheminées, qui, s'ils fournissent une aide précieuse, ne sont cependant pas suffisants pour tenir à distance les U-Boote. Le Focke-Wulf 200 Condor, bombardier allemand à long rayon d'action, constitue une menace aérienne importante. Non seulement il peut couler lui-même des navires, mais il fournit en outre aux sous-marins allemands des informations précises sur la localisation des convois. La couverture aérienne alliée étant très limitée,
le Condor et les U-booters de Dönitz peuvent opérer sans craindre d'opposition aérienne dans la plus grande partie de l'Atlantique. La menace que constitue la flotte allemande de surface est elle aussi réelle. En une seule sortie, fin 1940, le croiseur Admiral Scheer coule ainsi 17 navires marchands. Au début de l'année 1941, les croiseurs Scharnhorst et Gneisenau remportent des victoires encore plus éclatantes en interrompant tout le système de convoi britannique. En mai 1941, les Anglais disposent d'un nombre accru de navires d'escorte. Grâce au développement rapide de la Royal Navy canadienne, les convois commencent à bénéficier d'une meilleure protection. Au même moment, des avions patrouilleurs tels que le Lockheed Hudson, fabriqués aux États-Unis, sont déployés en Islande pour fournir plus de protection aérienne au-dessus de l'Atlantique. Même si la protection aérienne alliée s'accroît régulièrement entre 1941 et le début 1943, les U-booters sont toujours en mesure d'opérer à volonté dans le tristement célèbre trou noir du milieu de l'Atlantique. Cette période est le témoin d'une lutte acharnée entre les U-booters et les convois alliés qui connaissent victoire ou défaite au gré des caprices de la mer déchaînée. En avril 1943, la bataille pour les couloirs de navigation dans l'Atlantique atteint un stade décisif. Il semble que les U-booters de Dönitz soient sur le point de l'emporter. Mais le commandant allemand est alors confronté à un nouvel adversaire aussi déterminé que lui, l'amiral Max Horton. Horton et Dönitz savent tous deux qu'ils devront se fier à leur expérience passée et jouer de finesse pour vaincre l'autre. Karl Dönitz naît à Berlin en septembre 1891. Il rejoint la marine impériale comme enseigne à l'âge de 19 ans et sert sur le croiseur Breslau. Il quitte la marine de surface à la fin de 1914 et se porte volontaire pour les sous-marins. Commandant du U-68, affecté à la navigation côtière, il sillonne ensuite la Méditerranée entre 1917 et 1918. Au cours de cette période, la campagne menée par les U-booters permet presque à l'Allemagne de gagner la guerre, une leçon que le jeune Dönitz n'oubliera pas. Son propre sous-marin est coulé en octobre 1918. Capturé et emprisonné par les Anglais, il n'est libéré qu'en 1920. Dönitz se gravit rapidement les échelons de la marine, devient capitaine de vaisseau et participe à la reconstruction de l'arme sous-marine. Il est nommé commandant de la flotte des U-booters en 1935. Le grand amiral Erich Raeder, alors commandant en chef de la Kriegsmarine, est persuadé que la flotte des navires de surface remportera la future bataille navale. Mais en 1942, cette flotte de surface est épuisée et n'a pas réussi à vaincre la Royal Navy en Atlantique. Les U-booters prennent alors le contrôle de la situation et Dönitz, promu grand amiral, remplace Raeder à la tête de la Kriegsmarine en janvier 1943. Hitler a une très grande estime pour Dönitz. Ce dernier, en retour, restera loyal au Führer jusqu'à la fin de la guerre. Dönitz est un excellent stratège et un fin tacticien qui exige de ses équipes de sous-mariniers les entraînements les plus poussés et des capacités opérationnelles optimales. Il est dévoué à ses hommes qui lui font entièrement confiance et sont influencés par sa forte personnalité. Né en 1883, Max Horton ressent également très tôt cet appel impérieux de la mer. Fringant commandant de sous-marins au cours de la Première Guerre mondiale, il reçoit de nombreuses décorations pour son courage et son talent. Ses prouesses au combat lui valent d'être rapidement promu et en 1937, il est nommé commandant de la flotte de réserve de la Royal Navy. En janvier 1940, Horton est élevé au rang d'officier supérieur dans la flotte sous-marine. En 1942, il est nommé commandant en chef des approches occidentales, puis il est placé au premier plan dans la bataille de l'Atlantique. À l'instar de Dönitz, c'est un homme énergique et imaginatif qui voit loin et a la réputation d'être impitoyable.
Horton est déterminé à mettre un terme au succès des U-Boote et à faire tourner la chance en sa faveur. En ce milieu du mois d'avril 1943, alors que les grands vents printaniers se calment sur l'Atlantique, les deux chefs, le Britannique et l'Allemand, sont conscients qu'une phase critique de la bataille est arrivée. Pourtant, aucun d'eux ne sait alors qu'elle dépendra du sort d'un unique convoi, l'ONS 5. Presque 2 ans, jour pour jour avant les événements qui vont se dérouler entre avril et mai 1943, le sous-marin U-110 est forcé de capituler devant un destroyer de la Royal Navy britannique. Avant que le submersible ne coule, les Anglais parviennent à s'emparer de la machine à coder ultra-secrète allemande, Enigma. Cela permet aux Alliés de déchiffrer les signaux des U-Boote, puis de dérouter leur convoi. En juillet 1941, les pertes de navires ont diminué de 80% par rapport au printemps. L'espoir renaît au sein des convois. Bien que le sonar reste le meilleur moyen de détection des U-Boote, les Anglais mettent au point au cœur de l'été 1941 de nouvelles méthodes pour les contrecarrer. Le récepteur à haute fréquence de recherche directionnelle, connu sous le nom de Huff-Duff, leur permet de localiser les U-Boote avec précision en captant leurs signaux radio. Au cours de l'année 1941, le président Franklin Roosevelt renforce l'aide américaine. En juillet, les Marines américains commencent à venir en aide aux garnisons anglaises basées en Islande. L'US Navy peut désormais escorter légitimement les convois américains en direction de l'Islande. Inévitablement, les vaisseaux de guerre américains sont attaqués. Le 17 octobre 1941, le contre-torpilleur Kearney est gravement endommagé par un sous-marin allemand. 2 semaines plus tard, c'est le destroyer Robin James qui est coulé. L'entrée en guerre des États-Unis après l'attaque japonaise du 7 décembre sur Pearl Harbor marque le début d'une nouvelle période faste pour les U-Boote. Dönitz lance une offensive au large de l'Amérique centrale et du littoral est-américain mal préparé. Au cours de l'opération, qu'il appelle roulement de cymbales, ces U-Boote coulent 40 navires de commerce durant le seul mois de janvier 1942. Les sous-marins allemands se focalisent ensuite sur les Caraïbes, où les équipages de Dönitz trouvent des proies faciles. Au début de l'année 1942, les U-Boote mettent au point une nouvelle version d'Enigma, appelée Triton, que les Britanniques ne parviennent pas à déchiffrer. Dönitz met également en œuvre de nouvelles tactiques d'attaque des convois par les submersibles allemands. Les U-Boote sont regroupés en meutes de loups qui forment des lignes de patrouille, les sous-marins étant séparés par intervalles de 8 km. Les lignes de patrouille balayent alors les fonds, d'est en ouest, jusqu'à ce qu'ils interceptent un convoi. Un autre avantage pour les Allemands à cette époque est l'introduction des tankers U-Boote, ou vaches à lait, qui ravitaillent les sous-marins en pleine mer, allongeant ainsi la durée de leur patrouille. Outre l'augmentation du nombre de navires escorteurs, les Alliés reconnaissent que l'aviation pourrait jouer un rôle déterminant. Ils lancent l'avion patrouilleur à grand rayon d'action, comme le PBY Catalina construit aux États-Unis. Mais il reste à franchir le trou noir au milieu de l'Atlantique, dans lequel les U-Boote de Dönitz continuent à faire des ravages. Fin 1942, plus de 3,5 millions de tonnes alliées ont été coulées, ce qui représente près de 700 bateaux, pour la plupart dans le fameux trou noir. C'est à cette débâcle que Horton doit faire face lorsqu'on le charge de prendre en main le sort de la bataille de l'Atlantique. Ces responsabilités se trouvent alourdies à l'issue de la rencontre des chefs alliés à Casablanca, en janvier 1943. Ces derniers se mettent d'accord sur un point. Pour réussir la reconquête de l'Europe occupée par les nazis, il est nécessaire de gagner au préalable la bataille de l'Atlantique. Au début du mois de mars, les pertes de navires alliés sont telles que pour Horton, éviter l'émeute n'est plus suffisant. Les convois doivent réussir à forcer le passage.
Pour y parvenir, les escortes se doivent d'être puissantes et efficaces. Horton intensifie donc la formation de ses équipages. Il crée également des groupes de renforts destinés à venir en aide à tout convoi menacé par une attaque de U-booters. Dönitz, résolu de son côté à accumuler les victoires, augmente le nombre de navires submersibles opérationnels. À la mi-avril 1943, il dispose de 63 U-booters en opération dans la seule zone du nord de l'Atlantique. Ils ont pour ordre d'attaquer les convois lourdement chargés qui prennent la direction de l'Est, dans le but de renforcer les efforts de guerre alliés en Angleterre et en Afrique du Nord. Dönitz est convaincu que ces codes Triton sont indéchiffrables. Grâce aux interceptions qu'il obtient lui-même des codes de navires marchands britanniques, il parvient à s'emparer d'informations lui permettant de contrecarrer les plans de déroutage des convois prévus par Horton. L'amiral allemand augmente la densité de la couverture de ses U-booters dans l'ouest de l'Atlantique pour bloquer tous les itinéraires possibles. L'émeute balaie les fonds en direction de l'ouest pour piéger les convois en route vers l'Europe. Dès qu'un sous-marin repère un convoi, il le prend en filature et guide les autres U-booters par radio. Dönitz cherche à infliger de lourdes pertes à ses adversaires. Lorsque le 22 avril 1943, le convoi ONS 5 quitte l'Angleterre pour les ports canadiens, il est composé de plus de 40 navires marchands, dont la plupart vont chercher leur chargement en Amérique du Nord. Les escorteurs alliés et les convois eux-mêmes sont maintenant mieux organisés. Les convois du nord de l'Atlantique sont classés en deux catégories, rapides ou lents. Seuls les transports rapides sont autorisés à faire route sans escorte, car ils sont en mesure de semer les sous-marins allemands. Le convoi ONS 5 est classé dans la catégorie des convois lents. Le centre d'opération de Max Horton, quartier général des approches occidentales, est basé dans le port anglais de Liverpool. La base de surveillance sous-marine de l'amirauté, située à Londres, piste et prévoit les mouvements des U-booters. L'information est ensuite envoyée au commandant de l'escorte. Le commandant du convoi est en général un officier supérieur de la marine à la retraite. Il donne ses instructions au capitaine des navires marchands avant le départ du convoi. De part et d'autre de l'Atlantique, les escortes locales accompagnent les convois jusqu'à la pleine mer. Les escortes de l'océan prennent ensuite le relais. Ces dernières se composent de 6 destroyers, corvettes et frégates. En avril 1943, elles sont bien entraînées et capables de mener des attaques combinées sur les incursions de submersibles allemands. Au début de la guerre, les escortes ne pouvaient tirer des grenades sous-marines que depuis l'arrière du bateau, ce qui implique qu'elles devaient en premier lieu dépasser les U-booters, leur donnant ainsi plus de chances de s'échapper. Mais au milieu de l'année 1942, l'introduction d'un système de tir appelé Hedgehog, ou hérisson, permettant d'envoyer des charges multiples depuis l'avant et les côtés du bateau escorteur, augmente considérablement les chances de toucher l'adversaire. De plus, peu de temps avant que le convoi ONS 5 prenne la route, l'une des évolutions technologiques alliées les plus importantes est mise en place, le type 271 ou radar centimétrique. Ce dernier est capable de détecter un simple périscope à la surface, et ce, quelles que soient les conditions météorologiques. Les escortes de l'ONS 5 auront tout le loisir de tester ces nouveaux atouts. Le convoi est maintenant assemblé au large de Liverpool. Il comporte au total 43 navires marchands. Une fois qu'il a quitté le port et gagné le large, il retrouve son escorte de haute mer. Appelée B7, cette dernière est commandée par le capitaine Peter Gretton, l'un des commandants d'escorte les plus expérimentés, à bord du destroyer Duncan. Le groupe d'escorte comporte en outre 6 autres corvettes et destroyers. Pour renforcer la protection du convoi ONS 5, Horton a 2 possibilités. Il peut dérouter ses convois vers le nord pour éviter les meutes de loups, mais les bateaux devront finir par faire cap au sud pour atteindre leur destination. Dönitz le sait et peut déployer ses U-booters
pour intercepter les convois. Ou alors, Horton peut renforcer un convoi menacé en envoyant une de ses nouvelles escortes de renfort. Mais s'il agit trop tôt, Dönitz peut détourner ses sous-marins vers un convoi moins protégé et le détruire avant que l'escorte n'ait eu le temps de se redéployer. L'émeute de Dönitz et les bâtiments de l'ONS 5 se rassemblent maintenant pour une rencontre décisive au milieu de l'Atlantique. Le 25 avril, la menace d'attaque sous-marine allemande paraît de plus en plus évidente pour le convoi ONS 5 et l'inquiétude de l'amiral Max Horton ne cesse de croître. Dönitz, Horton et leurs équipages sentent désormais que le moment de vérité est imminent. La vie à bord des U-Boote est difficile et pleine de dangers. L'atmosphère y est oppressante. Les équipages doivent faire preuve d'autodiscipline, de courage et de beaucoup de sang-froid. Le temps dans l'Atlantique est toujours imprévisible et la mer est un ennemi omniprésent. Les équipages des sous-marins allemands passent jusqu'à 10 semaines en mer et 4 à 8 semaines dans les ports entre chaque sortie. Conscients de leur résistance et de leur courage, le peuple allemand traite en héros les équipages des U-Boote lorsqu'ils rentrent chez eux. Mais ce réconfort est bien vite oublié lorsque les marins se retrouvent à nouveau en mer. Lorsqu'ils sont immergés, les U-Boote sont alimentés par de puissantes batteries électriques. Celles-ci ne peuvent être rechargées par le moteur diesel principal que lorsque le sous-marin fait surface. Surplombant les vagues, les équipages doivent alors être vigilants car ils sont vulnérables aux attaques aériennes. Toutefois, les sous-mariniers expérimentés sont capables de plonger en moins d'1 minute. Quand ils sont attrapés en surface, si les U-Boote ne sont pas détruits immédiatement, leur équipage doit livrer bataille. Même lorsqu'ils réussissent à plonger en urgence, il reste la menace des navires de surface ennemis qui continuent à les poursuivre. Quand le sous-marin est endommagé sans être coulé, des gaz mortels peuvent s'échapper si une fuite d'eau de mer réagit avec l'électrolyte. Les équipages des U-Boote savent qu'un seul tir de grenade sous-marine peut suffire à détruire la coque du submersible. C'est une version mortelle du jeu du chat et de la souris. En avril 1943, les équipages sous-mariniers de Dönitz sont affaiblis. On compte beaucoup de pertes parmi les as de guerre expérimentés et 50% des équipages du nord de l'Atlantique effectuent alors leur première croisière opérationnelle. Les conditions sont tout aussi mauvaises pour les marins alliés des navires marchands. Beaucoup de bateaux sont vieux et mal équipés. De plus, le temps implacable de l'Atlantique Nord fait que les matelots sont en permanence trempés ou gelés. La vie sous le pont est bruyante et désagréable pour les marins entassés les uns sur les autres. Même s'ils essaient d'avoir des moments de détente, les épuisantes veilles de 24 heures d'affilée finissent par se ressentir. Pour les équipages des escorteurs, les conditions de vie sont pratiquement équivalentes. Les corvettes sont particulièrement exiguës et inconfortables en pleine mer. Les convois transatlantiques mettent en général 2 semaines pour atteindre leur destination. Il est rare que la mer soit clémente. Chaque marin sait que la trace d'une torpille fendant les flots vers son bateau peut signifier son premier et dernier aperçu d'un U-Boote. Lorsqu'un bateau est touché, il se disloque et coule rapidement. Tout homme qui survit au naufrage doit ensuite tenter sa chance dans une mer glaciale recouverte de pétrole. Les plus chanceux sont ramassés par les bateaux de sauvetage qui courent le danger d'être torpillés à leur tour.
Le survivant d'un navire torpillé se souvient. Je n'imaginais même pas pouvoir être sauvé. L'eau glacée était mortelle. Elle vous gelait à peine quelques instants après que vous soyez tombé à la mer. Il me semblait que rien ne pourrait survivre à cela. Sous l'œil vigilant de Horton, le convoi ONS 5 s'enfonce toujours plus loin dans le nord de l'Atlantique. Simultanément, Dönitz repositionne ses meutes. Tout annonce une épreuve de force capitale et peut-être décisive. Le 27 avril 1943, Dönitz a laissé un convoi s'échapper, mais il se tourne maintenant vers les autres, dont fait partie l'ONS 5. Les sous-marins allemands en patrouille dans cette zone centrale du nord de l'Atlantique opèrent en 3 groupes principaux, dont les noms de code sont Specht, Amstel et Star. Ils sont composés au total de 40 U-Boote prêts à entrer en action. Dönitz leur ordonne de se diriger vers leurs zones d'attente respectives afin d'intercepter l'ONS 5 et les autres convois. L'ONS 5, composé de 43 navires marchands, est un convoi de taille moyenne considéré comme lent. Ce même jour, le commandant Gretton, son capitaine d'escorte, estime que le temps est devenu suffisamment clément pour ravitailler les escortes sans dommage. Mais, peu après minuit, Horton reçoit de mauvaises nouvelles. Les Britanniques chargés de déchiffrer les messages codés Enigma ne sont plus capables de lire les signaux allemands Triton, car le système de code a changé. Cela implique que jusqu'à la mi-journée du 5 mai, le convoi ONS 5 ne reçoit plus aucun des précieux renseignements qu'on lui envoyait auparavant. Il devient donc une proie facile pour les U-Boote de Dönitz. Horton et la base de surveillance sous-marine de l'Amirauté ne peuvent donner qu'une information. Les groupes de sous-marins Amstel, Specht et Star se trouvent dans la zone de Terre-Neuve. Mais en réalité, ils se situent plus à l'est. Le convoi ne peut plus se fier qu'au œuf-d'œuf et aux autres méthodes traditionnelles de localisation des U-Boote. Le 28 avril, Gretton comprend qu'une force de sous-marins allemands a pris le convoi ONS 5 en chasse. Le convoi a initialement dévié sa route vers le nord pour éviter les U-Boote, mais il doit maintenant faire cap au sud et il croise non loin du groupe de sous-marins allemands du groupe Star. Pire, il fait route en plein sur le groupe Amstel et Specht. Au cours de cette nuit, les U-Boote de Dönitz lancent plusieurs attaques sur le convoi. Un navire marchand est coulé avant que les escortes ne parviennent à chasser les submersibles ennemis. Le 29 avril, Max Horton estime que le convoi ONS 5 a besoin d'aide. Il envoie le 3e groupe de renfort, composé de 4 destroyers. Une série de coups de vent sur l'Atlantique crée de nouvelles perturbations au sein du convoi. Le 1er mai, sa formation est dispersée. 10 navires marchands se retrouvent séparés du groupe principal et Gretton envoie un de ses bateaux escorteurs, le Pink, pour assurer leur protection. Le Duncan est à court de carburant et Gretton est obligé de partir. La protection du convoi ONS 5 est alors confiée au capitaine de corvette Sherwood à bord du Tay. La base de surveillance sous-marine en sait suffisamment pour annoncer qu'une force massive de U-Boote se rapproche du convoi ONS 5. Comprenant que la menace qui pèse sur son convoi va croissant, Horton prend le risque d'envoyer du Canada un autre groupe de renforts composé de 8 navires escorteurs. Ces derniers quittent leur base le 4 mai à midi. Il leur faut 2 jours pour rejoindre le convoi cerné. Tandis que l'ONS 5 croise en direction du sud sur la trajectoire des meutes de loups de Dönitz, il atteint une zone où la couverture aérienne ne peut plus être assurée.
Les U-Boote sont maintenant concentrés en deux groupes, Fink et Amsel, prêts à entrer en action. Mais alors que les sous-marins s'avancent pour l'assaut final, des avions alliés venant du Canada localisent le groupe Amsel. Ils coulent un U-Boote et en endommagent sérieusement deux autres. Les sous-marins restants ne se laissent pas décourager pour autant et poursuivent leur route. Le premier contact avec le convoi a lieu le même soir, lorsqu'un U-Boote est aperçu en surface. Mais il plonge aussitôt pour échapper à une localisation plus fine. Il est maintenant évident que le groupe Fink se prépare à lancer une attaque au cours de la nuit. À mesure que la nuit tombe, les sous-marins commencent à approcher. La majeure partie du convoi ONS-5, composé de 30 bateaux, fait route sur 10 colonnes filant à 7 nœuds. Les U-Boote commencent alors à faire des ravages au sein du convoi, utilisant la tactique classique qui consiste à se précipiter sur les navires marchands, puis à s'éloigner rapidement après avoir lancé leurs torpilles à faible distance. Malgré tous les efforts des bateaux escorteurs, les U-Boote coulent 5 navires marchands et une corvette au cours de la nuit. 5 autres bateaux torpillés sont endommagés. 2 U-Boote sont touchés et mis hors de combat. 2 autres sont endommagés mais parviennent à poursuivre l'offensive. Les sous-marins sont loin d'en avoir fini. Le 5 mai, en début de soirée, ils repartent à l'attaque. Un bateau est immédiatement coulé et 2 autres gravement endommagés. Les U-Boote sont dans leur élément. La situation semble désespérée pour Horton. Le convoi ONS-5 risque d'être anéanti. Dönitz ordonne à ses sous-marins de se préparer pour la mise à mort finale. Il envoie un message. S'il n'y a plus de navires marchands à viser, alors coulez les bateaux escorteurs. Tandis que l'ONS-5 et le groupe Fink luttent pour avancer, ils sont encerclés par les U-Boote qui se préparent à l'attaque. Dönitz donne carte blanche à ses commandants sous-mariniers. Ils doivent détruire une fois pour toutes le convoi ONS-5, portant ainsi un coup fatal aux Alliés. Le soir du 5 mai 1943, le convoi britannique ONS-5 se trouve dans une situation plus que critique. Les U-Boote ont lancé 25 attaques en l'espace de 8 heures et le convoi court à la catastrophe. Dönitz envoie des renforts supplémentaires. Les commandants sous-mariniers et leurs équipages sont convaincus d'être à 2 doigts de remporter une victoire éclatante. Le capitaine Hardwig Lux, commandant le U-264, racontera plus tard « À ce moment, nous pensions que le convoi serait totalement anéanti au cours de la nuit suivante. » Les U-Boote reprennent leurs attaques aux alentours de 22 heures à un rythme infernal. Il semble pendant un moment que les bateaux du convoi ONS-5 soient condamnés. Mais alors que les sous-marins allemands sont sur le point de remporter la bataille, la situation change du tout au tout. En premier lieu, le temps tourne et une brume de mer s'abat sur l'ONS-5 et ses assaillants.
En l'espace de 2 heures, la brume se change en un brouillard épais. Les U-boote ne sont plus en mesure d'attaquer. Les sous-marins en surface errent maintenant près des bateaux escorteurs, dans leur quête désespérée d'une cible à atteindre. À bord du Vidette, le capitaine de corvette Raymond Hart reçoit un contact sonar ferme à 800 mètres du convoi. Il augmente immédiatement sa vitesse de croisière et lance une attaque délibérée à l'encontre du sous-marin identifié. Il utilise les bombes Hedgehog lancées depuis l'avant du navire. Les projectiles touchent l'eau et quelques secondes plus tard, on aperçoit 2 éclairs distincts, suivis de signes de fuite d'air en provenance du U-boote. Les bombes ont atteint leur cible et le submersible se brise rapidement en 2. Cet événement marque le début des représailles de l'escorte du convoi ONS-5. Cette dernière agit d'une manière décisive. Pendant 2 jours, au cours d'une série d'embuscades soigneusement menées, les bateaux escorteurs coulent 4 autres sous-marins supplémentaires et en endommagent gravement 10 autres. Au cours de la même période, aucune attaque de U-boote n'est couronnée de succès. Le convoi demeure intact. Même si l'ONS-5 a perdu 11 navires marchands durant la traversée, les escorteurs ont repoussé la plus grande meute de loups jamais déployée par Dönitz dans le nord de l'Atlantique. 7 sous-marins sont coulés. De nombreux autres, sérieusement endommagés, sombreront plus tard. Démoralisés par leur défaite, les U-boote survivants se replient. C'est un Max Horton ravi qui envoie un message de félicitations au convoi ONS-5. Le Premier ministre Winston Churchill en fait autant. Tous deux reconnaissent que cette victoire à l'arraché a été décisive. Soutenus désormais tout au long de la traversée par la couverture aérienne, les navires marchands du convoi parviennent pour la plupart à leur destination le 11 mai, Halifax et St. John. Le commandant Raymond Hart raconte plus tard: « Nous sentions véritablement que notre expérience et notre technologie étaient enfin venues à bout de la menace des U-boote. Dans l'Atlantique, la chance tourne soudain en faveur des Alliés. Entre avril et fin mai 1943, les pertes infligées aux sous-marins de Dönitz en opération dans la zone passent de 13 à 30%. Durant le seul mois de mai 1943, Dönitz perd 41 navires. Dans l'un d'eux se trouve son plus jeune fils, lui-même commandant de sous-marin. Pire encore pour les U-boote. Dans le milieu de l'année 1943, on met fin au tristement célèbre trou noir. Les Alliés bénéficient maintenant d'une protection aérienne complète le long des artères vitales de l'Atlantique, grâce à la mise en place d'une série de petits porte-avions escorteurs et du bombardier à long rayon d'action B-24 Liberator. C'est un Dönitz désespéré qui ordonne un repli provisoire de ses U-boote en Atlantique. La bataille contre le convoi ONS-5 a marqué un tournant décisif. Malgré les nouvelles avancées technologiques comme l'introduction du snorkel et de sous-marins plus puissants, les U-boote ne représenteront plus jamais une menace pour cette liaison entre les Alliés de l'Ouest. Les sous-marins de Dönitz auront infligé d'énormes pertes en coulant près de 3000 navires marchands alliés et 145 navires de guerre.
Les meutes de loups ont failli forcer l'Angleterre à capituler, mais pour cela, ils auront payé un lourd tribut. Les Allemands perdent 785 des U-Boote sur les 1200 construits. 70% des équipages en service périssent durant la guerre. Sur les 44 sous-marins engagés contre le convoi ONS-5, pas un ne revient à la fin du conflit. Du côté allié, sur les 145 000 matelots de la marine marchande engagés, 35 000 perdent la vie pendant la bataille de l'Atlantique. Jusqu'à la fin, le grand amiral Karl Dönitz reste loyal à Hitler, bien que ce dernier ait refusé de soutenir la campagne des U-Boote à un moment où elle aurait pu être décisive. En avril 1945, Hitler présente Dönitz comme son successeur. Après le suicide du Führer, le 30 avril, l'amiral prend brièvement la tête d'une Allemagne dévastée et vaincue. C'est lui qui négocie les accords de paix avec les forces alliées victorieuses. À Nuremberg, en 1946, il est inculpé pour crime de guerre et condamné à 10 ans de prison. Dönitz purge sa peine dans la prison de Spandau, à Berlin, aux côtés d'autres anciens nazis comme Rudolf Hess et Albert Speer. Comme pour ajouter au tragique de la situation, car il a déjà perdu ses 2 fils durant la guerre, sa femme, Ingeborg, décède peu de temps après sa libération en 1956. Lorsqu'il meurt, en 1980, beaucoup de vétérans sous-mariniers assistent aux funérailles. L'amiral Max Horton reste dans la Royal Navy jusqu'à sa retraite en 1949, après une carrière navale exceptionnelle menée durant les 2 guerres mondiales. Il a été un leader stimulant et profondément respecté par tous les grades de la marine placés sous son commandement. Malheureusement, sa retraite bien méritée est brutalement interrompue par sa mort prématurée en 1951. La bataille de l'Atlantique est la campagne qui a amené Hitler au plus proche de la victoire. En plus de la supériorité des ressources et de la technologie alliée, l'échec allemand est principalement dû au fait que le Führer n'a pas misé sur ses sous-marins dès le début du conflit. Pour les acteurs de ce drame, ce fut une campagne acharnée qui mit à l'épreuve le courage et la ténacité des marins alliés, autant que des sous-mariniers allemands. Mais par-dessus tout, ce fut un combat contre leur ennemi commun, les eaux cruelles et inhospitalières de l'océan Atlantique. Pour Karl Dönitz, cette bataille marqua douloureusement et amèrement la fin de tout espoir de victoire pour l'Allemagne. Pour Max Horton, leur affrontement fut un triomphe face aux puissances de l'adversité.